Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai pas encore reçu tout mon nouveau matos pour tourner les prochaines vidéos techniques, notamment sur le module Core FS. Mais je me suis dit, ce week-end j'ai bien envie de vous parler de sécurité. Ça faisait un petit moment que je voulais préparer une vidéo. Et donc je me suis chauffé, je me suis dit, allez, on va tester quelques nouveaux setups et on va parler un peu sécu. Alors, comme beaucoup d'entre vous le savent probablement, je suis membre du Security Working Group Node.js. Et donc, ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille sur diverses initiatives dans l'objectif d'améliorer la sécurité sur Node.js. Et donc, je me suis dit, putain, il faut vraiment que je recorde une vidéo pour vous présenter succinctement. Enfin, voilà, je vais pas non plus rentrer dans le détail de tout. Et puis d'ailleurs, je pense que je ferai une série de vidéos sur la sécu pour rentrer dans pas mal de détails. Mais je voulais vraiment vous présenter ce qu'on est en train de faire, éventuellement qu'est-ce que ça va apporter, etc. Donc voilà, vous mettre un peu au courant de la sécurité, mais en parlant en français, quoi. Donc voilà, boum, on va switcher direct. Donc effectivement, la sécu Node, donc les initiatives en cours sur le Security Working Group. Alors, le sommaire de cette vidéo, en gros, ça va être donc de voir les vérifications automatisées pour les dépendances de Node, qui est un projet développé par Facundo, qui est un développeur qui travaille et nous participe pas mal au niveau du Security Working Group. On va avoir, alors ce que j'ai traduit en modèle de menace, le threat model. Donc ça, on verra un petit peu justement qu'est-ce que ça va apporter et à quoi ça sert. On va avoir le document sur les bonnes pratiques de sécurité Node.js. Donc ça vous concerne carrément vous. Parce que c'est vraiment un document qui a pour objectif de vous apprendre des fois justement de faire attention à des patterns dans Node.js qui sont dangereux ou des choses qui peuvent amener à des failles de sécurité. Et on va vous apprendre justement comment mitiguer, comment faire en sorte de corriger ou quel flag, comment on peut faire en sorte de ne pas avoir un code qui est défaillant ou ce genre de choses. Enfin, vraiment des bonnes pratiques sécurité orientées sur Node. Encore une fois, là, c'est beaucoup sur Node.js. Ça ne concerne pas spécialement, enfin, c'est pas forcément non plus trop orienté sur l'écosystème, même si on a quelques parties sur l'écosystème. Et on a un quatrième élément, mais qui sera plutôt pour une seconde vidéo, parce que c'est un sujet vraiment bien à part. On a l'ajout des permissions, mais quand je dis permissions, je ne parle pas de ce que Bradley Meck avait fait, ce qu'on appelle aussi souvent les policies, mais ça va être vraiment les arguments un petit peu comme Dino, notamment quand vous lancez votre programme, de dire je verrouille le file system ou je verrouille le child process. Et donc, c'est un système qu'on appelle les permissions, et donc qui sont très bien exécutables soit en command line, soit par API. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Le premier élément qu'on va aborder, ça va être le threat model, donc le modèle de menace. Je vais switcher directement, boum, ouais. Alors je l'ai traduit en français, donc évidemment ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas... Je mettrai les liens des pull requests en description de la vidéo. C'est encore en cours, c'est en cours de review. Donc ce que je vais vous lire là n'est pas forcément le définitif ou enfin, ce qui sera vraiment à la fin, mais disons que ça le représente quand même pas mal. Enfin, je veux dire, c'est comme par rapport à l'intention que je vais vous donner, ça va être la bonne. Du coup, c'est quoi déjà un thread model? Donc, on a la description OWASP là, en l'occurrence. Ça va être vraiment pour, comment vous expliquer de manière... je vais plutôt le lire parce que ce sera plus simple, parce que voilà. Mais surtout l'intention de ce document est de lister toutes les menaces actuelles et de leur atténuation pour chaque environnement utilisant Node.js. Il peut changer au fil des versions. Ce document a été créé dans le but de fournir un contexte, ce qui ne sera pas considéré comme une vulnérabilité dans Node. Donc en fait, ouais, l'objectif, ça va être vraiment ce document, il va dire, en fait, tel pattern ou tel code dans Node.js ou telle façon d'exploiter Node.js ne sera pas considéré comme une vulnérabilité. Et par contre, d'autres patterns ou d'autres façons seront considérés à chaque fois par Node.js comme des vulnérabilités. Voilà, on a une note comme quoi effectivement on va avoir le document de bonne pratique, ce qu'on verra juste après. Donc à quoi Node.js fait-il confiance ou non? Et donc
être capable de provoquer un résultat négatif d'une manière qui nécessite le contrôle des éléments auxquels Node.js fait confiance n'est pas considéré comme une vulnérabilité dans Node.js. Donc par exemple, Node.js, il va faire confiance à votre file system, à votre système de manière générale. Il va faire confiance au contenu d'un fichier. Donc ça, puisqu'il fait confiance à ces éléments-là, on ne peut pas dire parce que vous avez fait confiance à mon file system, on a eu une vulnérabilité et donc on ouvre une vulnérabilité dans Node.js. Ça ne marche pas. Donc il me semble que c'est ce qui est précisé. Après, être capable de provoquer ce qui suit en contrôlant des éléments auxquels Node.js ne fait pas confiance est considéré comme une vulnérabilité. La divulgation ou la perte d'intégrité ou de confidentialité de données protégées par l'utilisation correcte des API de Node.js. Donc oui, effectivement, si on utilise correctement Node.js et qu'on perd une donnée qui est confidentielle, je ne sais pas, par exemple des environnements, là pour le coup, ou une configuration, j'en sais rien, OpenSSL, quelque chose va mal, alors que normalement c'était quelque chose de prévu, enfin en tout cas ça devait fonctionner comme ça, ça devait fonctionner bien. Là effectivement il y a une vulnérabilité. L'indisponibilité du runtime, y compris la dégradation sans limite de ses performances. Donc là, encore une fois, oui, effectivement, si cela dégrade fortement votre runtime, mais que c'était bien le comportement attendu, effectivement, là aussi, c'est une vulnérabilité. Si Node.js charge des fichiers de configuration ou exécute du code par défaut sans demande spécifique de l'utilisateur, et donc ça, c'est important, c'est-à-dire que si c'est Node.js qui décide sans l'accord de l'utilisateur, mais quand je dis accord, c'est par exemple OpenSSL, si ça charge des fichiers de configuration dans le système ou que ça va ouvrir d'autres fichiers pour des raisons XY, il en est donc de la responsabilité de Node.js. Ce n'est pas votre responsabilité de développeur qui, par exemple, dans un programme, si vous chargez un fichier spécifique, là, pour le coup, vous êtes responsable de savoir qu'est-ce que contient ce fichier et que ce fichier, il est correct. Enfin, en tout cas, il est, ce qu'on dirait en anglais, il est trustable, quoi. Les vulnérabilités liées à ce cas peuvent être corrigées par une mise à jour de la documentation. Donc ce cas-là, en fait, ce qu'on est en train de dire dans Node.js, c'est qu'effectivement, dans certains cas, ça peut être juste qu'éventuellement, on n'a pas documenté le fait qu'un fichier, par exemple, je ne sais pas, d'une configuration OpenSSL était chargé. Et donc dans ce cas-là, peut-être que le correctif, c'est préciser, effectivement, on charge ce fichier et donc vous devez vous assurer que ce fichier, par exemple, soit bien sécurisé. C'est un exemple que je donne, mais voilà, c'est tout à fait un cas typique. Donc Node.js ne fait pas confiance. Node.js, il ne fait pas confiance. Les données des connexions réseau qui sont créées par l'utilisation des API de Node.js et qui sont transformées, validées par Node.js avant d'être transmises à l'application. Cela inclut les API HTTP, toute serveur API client-serveur, donc voilà, toute distinction, ou API DNS par exemple. Donc là, effectivement, logique, mais ça va revenir un petit peu après, par exemple le contenu du fichier ou autre I/O qui est ouvert par la lecture ou l'écriture par l'utilisation des API Node.js. Donc forcément, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que la donnée, si qu'elle vient d'HTTP, d'un serveur distant ou d'un fichier interne, c'est vous, développeurs, qui choisissez d'exploiter cette donnée. Et donc, c'est à vous de garantir que cette donnée soit trustable. Nous, on ne peut pas vous garantir... si vous ouvrez un fichier sur votre file system, que le contenu de ce fichier soit safe. Donc effectivement, c'est des éléments auxquels vous devez faire attention. Node.js fait confiance à tout le reste, à titre d'exemple, cela inclut, donc voilà, exactement. Donc après, c'est assez large, mais en gros, les développeurs et l'infrastructure qu'ils font fonctionner, le système d'exploitation, le code qu'on lui demande d'exécuter, y compris JavaScript et le code natif, même si le dit code est chargé dynamiquement, le code exécuté hérite de tout privilège de l'utilisateur qui l'exécute. Donc ouais, encore une fois, il faut faire attention comment vous exécutez les choses, avec quel privilège, etc. Tout ça, c'est la responsabilité effectivement de vos équipes et des développeurs. Voilà, après il y a d'autres détails, les entrées qui lui sont fournies par le code qu'il doit exécuter, toute connexion utilisée pour l'inspecteur, protocole de débugage, le système de fichiers lorsqu'un module est requis. Voilà, donc là, ça c'est le système, c'est pour, par exemple, quand vous faites un require, vous avez la documentation qui vous explique dans quel sens ça fait les requires. Il y a eu par le passé des cas où on disait ça peut être une faille de vulnérabilité parce que ça va aller require automatiquement tel fichier et donc forcément blablabla. Et donc ça, c'est à vous en tant que développeur d'être responsable de cette partie-là, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, tout ça c'est documenté, le fonctionnement est documenté, ce n'est donc pas une vulnérabilité.
c'est à vous de maîtriser ce comportement qui est dans Node.js. Tout comportement inattendu provenant de la manipulation de données à partir des fonctions internes de Node.js est considéré comme une vulnérabilité. Donc effectivement, si on exploite une fonction Node.js et qu'elle ne le fait pas correctement, etc., ou qu'il se passe quelque chose de non désiré au sein donc, du corps, effectivement, là, on va considérer que c'est une vulnérabilité. En plus de traiter les vulnérabilités basées, voilà, le projet s'efforce d'éviter les API, les implémentations internes qui rendent facile pour le code d'application d'utiliser les API de façon incorrecte. Donc oui, on fait attention quand même dans l'élaboration des API, que voilà, elles soient pas, enfin dans la façon dont on les fait, qu'elles puissent pas être exploitées de mauvaise façon qui vont résulter éventuellement à des vulnérabilités. Voilà, après le texte continue. Donc je vous mettrai les PR, tout ça en anglais, etc. Et vous avez quelques exemples où effectivement des vulnérabilités ont été rejetées parce que effectivement on a considéré que c'était un code Node.js qui était safe, enfin en tout cas que c'était pas lié à un manque de sécurité de Node.js. C'était voilà. Donc ça c'est pour le modèle de menace. À quoi ça va servir? Ça va servir déjà vraiment pour tous ceux qui travaillent dans la sécurité. Donc là, c'était cette partie-là. En ciblant les chercheurs en sécurité. Donc forcément, eux, ils ont besoin de savoir quand ils travaillent qu'est-ce qui est une vulnérabilité selon Node, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que si ça ne l'est pas, effectivement, les collaborateurs vont la rejeter. Et évidemment, aux équipes de développement construisant par-dessus la plateforme Node.js. Donc ça, c'est vous. Que vous puissiez aussi être informé de qu'est-ce qu'une vulnérabilité et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà, donc ça met les choses au clair. Donc voilà, ça peut être un peu technique et peut-être un peu poussé pour beaucoup. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui était manquant dans Node et qu'on est en train d'ajouter. En tout cas, c'est un premier pas dans ce sens-là. Donc ça va être vachement positif. Alors, deuxième point qu'on doit aborder, c'est le document des bonnes pratiques Node.js. Ça, l'objectif, c'est un document qui est dédié donc, à ce qu'on appelle les utilisateurs, mais en fait, c'est vous, développeurs. Donc là, je n'ai pas traduit parce que c'est un gros document et donc il y a encore probablement beaucoup de boulot et puis il va évoluer. Donc, encore une fois, ce que vous voyez là n'est pas entre parenthèses une version figée et ça va pas être forcément ce que ce sera quand ce sera mergé et quand ça va évoluer évidemment. Mais l'objectif, c'est vous donner un guide sur les bonnes pratiques dans le cadre d'un développement Node.js. Vous donnez par exemple, donc vous allez déjà avoir quelques liens, notamment le lien vers les pratiques de l'Open Source Foundation, etc. Et donc l'objectif, c'est vous expliquer les attaques, donc vous illustrer les attaques qui sont possibles, qui sont liées à Node, c'est-à-dire qu'on va vraiment se concentrer sur la partie Node, et comment éventuellement les résoudre, c'est-à-dire comment, ce qu'on appelle mitigation en anglais, c'est-à-dire comment vous donner des solutions ou des pistes pour essayer de vous sécuriser vis-à-vis de ces attaques, en tout cas de ces possibles attaques. Donc voilà, on va en voir pas mal, denial of services of HTTP server, donc voilà, un déni sur le serveur HTTP, donc on vous explique, on vous donne des liens, on vous donne des exemples, et comme je le disais, on vous donne des mitigations, on va vous dire utilisez un reverse proxy, donc typiquement Nginx qui va faire le balancing et gérer tout un tas de choses pour vous. Généralement, c'est jamais une bonne idée d'exposer un node direct, on vous dira toujours mets-le derrière un reverse proxy. Configurer, il y avait un talk là-dessus, notamment configurer les timeouts on a ajouté un tas de timeouts à Node.js. Voilà, etc. Configurer les limitations, etc. Ce genre de choses qui peuvent être utiles. Donc généralement soit qui sont au sein de votre framework ou voilà ce genre de choses. Et puis bon, je vais pas tous les faire. Ce sera une occasion au sein de plusieurs d'autres de mes vidéos où j'ai vraiment envie de rentrer dans le détail de certaines attaques, justement comprendre comment on peut être impacté, voir un petit peu les différents éléments. Donc ça, c'est quelque chose que je reviendrai dans une série de vidéos sur la sécurité Node.js. Mais vous allez avoir dans ce document donc vraiment tout un tas de choses super intéressantes. On a une partie sur les supply chain attaques, donc là c'est beaucoup plus écosystème du coup avec les third party modules. Donc c'est un sujet qui est assez vaste.
Voilà, monkey patching, on a aussi une partie sur les prototypes pollution, avec quand même des exemples, des mitigations. Donc ça, voilà. Après, si vous n'êtes pas trop dans la sécurité, c'est pour ça que je souhaite faire des vidéos un petit peu sur toutes ces attaques, parce que je pense que ça peut être vraiment sympa. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires ou en réponse sur mes réseaux sociaux, putain. Est-ce que ça vous ferait plaisir d'avoir des vidéos un petit peu sur tous ces types d'attaques, etc. Donc voilà, c'est un document sur ça, donc ça va être vraiment à destination des développeurs et ça va être vraiment cool si vous voulez devenir meilleur un petit peu en sécurité, comprendre un petit peu les sujets ou dans Node vous allez devoir faire attention, etc. Donc ça, gros boulot aussi. On verra un petit peu comment ça évolue, dans quel doc ce sera exactement, mais comptez sur moi effectivement pour vous les partager. Enfin, je vous tiendrai aussi beaucoup au courant sur ces trucs-là. Et je pense que je participerai aussi à la traduction peut-être en français à terme. Enfin, si on a des versions françaises, nul doute que j'y participerai. Bien que j'ai pas un niveau de français incroyable non plus. Donc, et troisième initiative, donc ça on en a un peu terminé avec ce document de bonne pratique. Comme dit, n'hésitez pas dans les liens à les regarder, à les lire, c'est super cool. Mais après ce sera donc disponible sur la documentation de toute façon de Node.js. Troisième initiative, ça va être ce projet qu'on a sur Node qui s'appelle Node.js Dependency Vuln Assessment. Donc en gros en fait c'est quoi? C'est un script qui va se lancer de manière régulière sur les dépendances de Node.js. Donc typiquement NPM, OpenSSL, NDC, Core.Pack, enfin on a pas mal de ce qu'on appelle des dépendances de Node.js. J'ai pas toute la liste en tête là, mais en gros on va exécuter le script et dès qu'il va trouver une CVE, donc Common Vulnerability Exposure, il va nous créer un ticket sur ce repository GitHub en nous affichant les informations des URL, etc. pour qu'on aille vérifier donc qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça concerne. Et éventuellement, les collaborateurs vont pouvoir taguer, par exemple, ça n'affecte pas Node.js. Donc là, l'intérêt, c'est un petit outil sympa, c'est vraiment pour faire des vérifications automatiques, être sûr qu'on ne rate rien au niveau des CVE. Donc ça ne concerne pas forcément les développeurs Node, mais ça les concerne au sens où c'est des initiatives qui vont améliorer un petit peu la sécurité du core Node. Donc voilà, c'est assez cool. Ça a été fait en Python. Vous pouvez aller voir DebChecker. Typiquement, là, on peut... mince, pourquoi il m'a retéléporté? Ouais, j'ai un bug. C'est marrant, ça. Va pas me laisser aller sur dependencies. Voilà. Donc voilà, là, on a toute la liste libuv, etc. libuv. Avec toutes les dépendances sur lesquelles on va checker dans des databases publiques si on trouve éventuellement des CVE. Et donc vous pouvez aller voir éventuellement comment tout ça c'est fait. C'est fait en Python pour le coup, mais voilà, si ça vous intéresse, ça peut être des sujets où vous pouvez être éventuellement, si vous souhaitez contribuer ou des choses, ça peut être des objectifs pour vous aussi. Voilà, donc initiative assez cool. Et je le disais tout à l'heure, on a un quatrième sujet qui est les permissions, mais je ne vais pas les aborder dans cette vidéo parce que c'est vraiment spécifique et donc on y reviendra dans une prochaine, de manière un petit peu plus poussée, puisque voilà, on pourra voir justement tous les arguments du CLI, voir aussi un petit peu en termes d'API comment ça va se passer. Bon, à l'heure actuelle, c'est encore une pull request qui est ouverte et donc on sait pas je ne sais pas moi quand ce sera mergé, des choses peuvent changer, donc voilà, je vous préparerai une vidéo un petit peu plus spécifique sur ce sujet-là. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo, comme d'hab, vous aura plu. Je reçois bientôt du matos. Je vais vous sortir prochaine vidéo, ça va être sur les modules FS. Je pense que je vais refaire des épisodes sur de la sécurité. En tout cas, je vais en préparer. Et promis, je continue de travailler sur une présentation de Fastify aussi. Voilà. Merci de m'avoir regardé. À plus pour une prochaine vidéo.